Ouverture aujourd'hui à New York de la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Au centre des échanges, élaboré et concrétisé un programme porteur de transformation pour l'après 2015. La rencontre réunit une centaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les 3 représentants de la presse à la HAC, c'est OK. Ils sont connus depuis cet après-midi à l'issue d'un scrutin uninominal. Nous les découvrons au cours de cette édition. Suite et fin des dossiers de la rédaction consacrée à la fête du 22 septembre. Aujourd'hui, nous ferons un gros plan sur le génie militaire des soldats du développement. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du Premier ministre, chef de gouvernement Moussa Mara. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Dans ce studio avec moi, Ibrahim Adjambele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme d'habitude, nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées adoptées à Marrakech le 27 juin 2013. Le traité de Marrakech a été adopté dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Il vise à lever les obstacles préjudiciables au plein épanouissement des déficients visuels, notamment ceux qui limitent leur jouissance du droit à l'éducation, la possibilité de faire de la recherche et leur liberté d'expression, y compris la liberté de demander, de recevoir et de communiquer des informations et des idées sur un pied d'égalité avec les autres en recourant aux moyens de communication de leur choix. Il sert de cadre pour amplifier en tant qu'instrument juridique renforcé au niveau international les effets positifs des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur la vie des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés en facilitant leur accès aux œuvres publiées. Notre pays, en ratifiant ce traité, réaffirme son engagement pour la promotion des droits des personnes handicapées en général et des déficients visuels en particulier. 2. Un projet d'ordonnance autorisant la ratification de la Convention générale AC 113 relative à la reconnaissance et à l'équivalence des diplômes, grades, certificats et autres titres dans les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et CEDEAO, adopté lors de la 26e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Dakar le 31 janvier 2003. Dans le cadre du renforcement du processus d'intégration économique, sociale et culturelle de la sous-région, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé d'accorder une importance particulière au programme d'équivalence des diplômes entre États membres. Cette approche vise à faciliter, d'une part, le déplacement de la main-d'œuvre entre les pays et d'autre part, à favoriser la mobilité des étudiants qui pourraient faire les études et suivre des formations dans les pays de leur choix. La Convention générale AC 113 relative à la reconnaissance et à l'équivalence des diplômes, grades, certificats et autres titres dans les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été adoptée dans cette perspective. Elle a notamment pour but de contribuer à l'harmonisation des politiques dans le domaine de l'éducation et de la formation, de renforcer la collaboration en matière d'utilisation des ressources humaines tout en réduisant l'exode des compétences, de faciliter les échanges des compétences et la poursuite des études et de promouvoir la coopération sous-régionale en matière d'évaluation et de reconnaissance des diplômes, grades, certificats et autres titres au sein de la CEDEAO. Pour atteindre ces buts, la Convention fixe aux États membres les obligations au plan communautaire ou au plan international, précise les conditions de validité, d'équivalence, de comparabilité, de valeur académique des diplômes et des cursus ainsi que de la poursuite des études dans un des États partis.
La ratification de la Convention par notre pays contribue à son entrée en vigueur. 3. Sur le rapport du ministre de l'Énergie, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les règles relatives à la protection contre l'exposition au rayonnement ionisant, à la sûreté et à la sécurité des sources radioactives, au transport des sources et substances radioactives, à la gestion des déchets radioactifs. L'ordonnance numéro 2059 PRM du 5 juin 2002 portant à radioprotection et sûreté des sources de rayonnement ionisant fixe les principes fondamentaux de la protection contre les rayonnements ionisants. Le présent projet de décret est pris en application de cette ordonnance. Il remplace le décret numéro 06-488 PRM du 23 novembre 2006 dont l'application a révélé un certain nombre d'insuffisances dont notamment la non-conformité au traité de non-prolifération des armes nucléaires en ce qui concerne la limite de contrôle admissible pour le public, l'absence de dépôt définitif des déchets radioactifs de longue vie étant donné que la durée de vie des sources radioactives et des déchets radioactifs peut aller à des millions d'années, l'absence de réglementation spécifique en matière de radioprotection concernant la prise en compte des risques inhérents aux activités minières. Le décret fixant les règles relatives à la protection contre l'exposition au rayonnement ionisant, à la sûreté et à la sécurité des sources radioactives, au transport des sources et substances radioactives, à la gestion des déchets radioactifs est édicé pour corriger les lacunes que la mise en œuvre du décret du 23 novembre 2006 a relevées. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre de la primature, contrôleur des services publics, M. Mohamed Sida Diko, magistrat, M. Lansine Doumbia, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, inspecteur général en chef, M. Mamadou Keita, maître de conférence, inspecteur général en chef adjoint, M. Amadou Togora, professeur principal de l'enseignement secondaire. Inspecteur généraux, Madame Fadimata Maïga, professeur d'enseignement secondaire. Monsieur Sidi Mokhtar Berté, professeur d'enseignement secondaire. Monsieur Bakari Koulibaly, maître assistant. Monsieur Baba Barasso Sako, professeur d'enseignement secondaire. Monsieur Paul Diakité, professeur d'enseignement supérieur, Monsieur Djelimakan Diabaté, directeur de recherche, Monsieur Ibrahim Diakité, maître assistant, Monsieur Madame Sitan Foulé Kanta, professeur d'enseignement secondaire, Monsieur Sekou Diabaté, maître de conférence, Monsieur Daouda Sako, maître de conférence, Monsieur Suleiman Wologem, professeur d'enseignement secondaire, Monsieur Keneko Di Barthélémy Togo, directeur de recherche, M. Nuhun Kone, professeur d'enseignement secondaire, M. Namouri Sidibé, professeur d'enseignement secondaire, M. Mohamed Sida Maïga, professeur d'enseignement supérieur, M. Denis Dougnon, maître de conférence, M. Zanga Dao, professeur d'enseignement technique, M. Oumarou Mamari Kayo, ingénieur électromécanicien, M. Diomo Sissé, ingénieur de l'agriculture et du génie rural, Madame Néné Diakité, professeur d'enseignement secondaire, M. Adama Traoré, professeur d'enseignement secondaire, M. Moussa Traoré, professeur d'enseignement secondaire, M. Abdoul Karim Diara, professeur d'enseignement secondaire, M. Nambala Kanté, maître de conférence, Monsieur Abdoulaye Salou Diko, professeur d'enseignement secondaire, Monsieur Sidi Bekaï Sokona, maître de conférence, Monsieur Faïra Sissoko, professeur d'enseignement secondaire, Monsieur Madame Sengaré Salimata Maïga, professeur d'enseignement supérieur, Monsieur Badié Djourté, maître de conférence au titre du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, M. Harouna Modibo Touré, économiste. Amadou Sankari.
Merci Ibrahima Diombele pour la lecture de ce communiqué. Cela dit, je vous le disais dans les titres, la 69e Assemblée générale des Nations Unies est ouverte ce matin à New York. Elle se tient autour du thème « Élaborer et concrétiser un programme porteur de transformation pour l'après 2015 ». Ce rendez-vous annuel des dirigeants du monde aborde aussi plusieurs questions d'actualité, notamment la lutte contre le terrorisme et le virus Ebola. La rencontre mobilise une centaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly. New York accueille la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Les débats sont placés cette année sous le thème « Élaborer et concrétiser un programme de développement porteur de transformation pour l'après 2015 ». Ils seront axés sur l'expiration prochaine de la date butoir de 2015 pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et l'agenda de développement post-2015. Le secrétaire général de l'ONU salue les avancées notoires. Ban Ki-moon indique que le travail doit continuer pour promouvoir les objectifs clés, à savoir l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes ou encore la promotion de la participation publique à la gouvernance. À cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, les débats porteront également sur quelques sujets d'actualité à travers le monde. Les dirigeants parleront d'abord paix et sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Le Sahel et particulièrement le nord du Mali restent frappés par cette crise sécuritaire qui menace tous les continents et le président de la République ne manquera pas de solliciter davantage le soutien de la communauté internationale pour pacifier et stabiliser le septentrion malien. Le monde entier est aussi préoccupé par le virus Ebola. Une solidarité agissante est annoncée en faveur des pays touchés par la maladie. Les échanges porteront enfin sur des sujets comme l'immigration clandestine et la lutte contre la pauvreté. L'épouse du président de la République et ses sœurs d'Afrique présentes à New York ont renforcé leurs capacités en matière de santé de la femme, de la jeune fille et de la lutte contre le VIH-Sida en marge de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Elles étaient réunies mardi en atelier à la Fondation Ford sur initiative de leurs partenaires. Une occasion pour elles de faire un bilan des acquis, identifier les faiblesses et élaborer un plan d'action pour vaincre le sida sur le continent. Le point avec Ndessi Soko et Dembawan. Les premières dames africaines ont toujours fait de la lutte contre le VIH-Sida, la mortalité maternelle et infantile, leur combat de tous les jours, notamment à travers leur organisation OPDAS qui lutte contre le VIH-Sida. Pour vaincre la maladie d'ici 2030, l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, et ses sœurs ne ratent aucune occasion pour en apprendre davantage sur les méthodes à mettre en avant pour plus d'efficacité. Ici, à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, elles ont bénéficié d'un important atelier organisé à la Fondation Ford par ONU-SIDA, l'IPPF et le groupe Aléré, spécialisé dans la prévention des maladies infectieuses. En matière de lutte contre le VIH-Sida et de santé de la reproduction ou encore de réduction de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, l'implication des premières dames est essentielle, car leur engagement peut influencer les actions dans leurs pays respectifs. L'atelier a été suivi d'un déjeuner de travail qui a été l'occasion de faire le point des recommandations de l'OPDAS. Nous réaffirmons notre engagement individuel ainsi que celui de notre organisation à maintenir le plaidoyer en faveur d'une réponse pérenne à ces épidémies, y compris l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, la réduction accélérée de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Lançons un appel à l'Union africaine et au comité de haut niveau. Des chefs d'État est clairement stipulé dans les premières priorités des objectifs post-2015 la nécessité d'éradiquer du continent le VIH et le sida, la tuberculose, le paludisme et le cancer du col, de l'utérus, tout en assurant l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile d'ici 2030. Keïta Aminata Maïga et ses sœurs ont également eu droit à des exposés sur les avancées enregistrées dans la lutte contre le sida, suivies de questions-réponses.
Les premières dames d'Afrique jouent un double rôle dans la réussite des actions menées en la matière, au niveau local à travers l'engagement public et au niveau législatif à travers un plaidoyer de haut niveau. Une double mission qu'elles assument avec succès selon leurs partenaires stratégiques de toujours, ONU-SIDA. D'ailleurs, en guise d'encouragement, l'organisation leur a remis un prix dénommé Fashion for Development, distinction remise à la présidente de l'OPDAS, Inda Debi Itno, qui a invité ses sœurs à rester au devant de la scène pour un continent sans sida. Nous restons avec Madame Keïta Aminata Maïga qui a rencontré aujourd'hui la première dame de la Turquie, Emine Erdogan. Les deux premières dames ont abordé plusieurs sujets allant de la scolarisation de la jeune fille, de la santé maternelle et infantile, mais aussi de la lutte contre le VIH-Sida. Le point de la rencontre avec Ndé Sissoko et Dembawan. Depuis plusieurs années, le Mali et la Turquie œuvrent à la dynamisation de la coopération bilatérale et cela dans différents domaines. Comme on le dit, l'union fait la force. Aujourd'hui, les premières dames de ces deux pays ont décidé de regarder dans la même direction pour le bonheur de leurs populations respectives, notamment des femmes et des enfants. Profitant de leur séjour à New York dans le cadre de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, Emine Erdogan et Keïta Aminata Maïga se sont rencontrés pour échanger sur les possibles volets de partenariat qu'elles pourraient mettre en avant. Un premier entretien qui s'est avéré prometteur. C'est une sœur, c'est une amie, donc j'étais vraiment très heureux de pouvoir l'accueillir et de faire sa connaissance ici. Nous avons des liens entre les deux pays qui remontent à très très loin et nous sommes très heureux d'être ensemble, très heureuses d'être ensemble. Nous venons de faire connaissance, mais nous allons rattraper maintenant le temps perdu. Nous allons beaucoup travailler main dans la main pour aider au développement du Mali. Nous allons continuer à œuvrer ensemble. Et nous serions très heureuses de l'accueillir très rapidement, le plus rapidement possible dans notre pays. Vraiment, ce sont des sujets de coopération entre leur fondation et également mes activités au Mali, notamment l'ONG. Et portant essentiellement sur l'éducation, le système d'éducation. Et je pense qu'elle vous a tout dit, on s'est très bien compris. Et je voudrais profiter de votre micro pour encore la remercier de toute cette attention. J'ai été vraiment touchée, je suis très émue et je dis que Dieu la protège. Les deux premières dames ont ensuite échangé des cadeaux de leurs pays respectifs. Keïta Aminata Maïga a offert du bogolan et un médaillon à sa sœur qui, à son tour, lui a remis un objet à double fonction, miroir et ornement mural. Elles ont promis de se retrouver très bientôt pour mettre en marche cette nouvelle collaboration. L'otage français enlevé en Algérie, Hervé Gourdel, a été tué. Ses ravisseurs l'ont affirmé aujourd'hui dans une vidéo depuis New York où il prend part aux travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président François Hollande a confirmé l'assassinat de l'otage. Le chef de l'État français a réaffirmé la fermeté de la France à l'égard des groupes extrémistes. Une enquête a été ouverte à Paris pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Voilà, l'otage français enlevé en Algérie, Hervé Gourdel, a été tué aujourd'hui. Et puis, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra le jeudi 25 septembre 2014 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur des projets de loi intéressant la vie de la nation. Atelier de réflexion sur les droits de l'homme, le droit international pénal et la justice pénale internationale. 70 magistrats et avocats maliens prennent part à la rencontre d'échange dont l'objectif est de contribuer à développer leurs connaissances. Aïssata Ibrahim Maïga nous en parle. Après les exactions commises ça et là suite à la crise sécuritaire et institutionnelle qu'a connue notre pays, et dans le contexte actuel de sortie de crise, quoi de plus normal qu'un système judiciaire maîtrisé et renforcé? Car selon un des experts de cet atelier, la justice constitue le baromètre de toute société. La connaissance partagée et renforcée des droits de l'homme par tous les acteurs de la chaîne pénale
est un gage du droit à la justice. En effet, l'accès à la justice suppose non seulement l'accès au juge, mais aussi l'accès au droit. En conséquence, ceux qui sont investis de la mission d'assurer l'accessibilité à la justice doivent être dotés des moyens leur permettant de procéder à la qualification des violations des droits de l'homme et des crimes graves au regard du droit international des droits de l'homme. Un dossier judiciaire qui est mieux traité contribue au renforcement de la lutte contre l'impunité. Une erreur judiciaire peut conduire à l'entretien, au maintien du climat à l'impunité. En plus de l'amunissement, d'autres partenaires ont associé leur image à la rencontre. Il s'agit de l'Organisation internationale de la francophonie, du bureau du procureur près la Cour pénale internationale et bien évidemment des autorités maliennes à travers le ministère de la Justice. Il va surtout falloir prendre conscience du fait que les enquêtes devant la Cour pénale internationale ne vont vraisemblablement se concentrer que sur quelques personnes de très très haut rang qui ont les plus hautes responsabilités dans les crimes commis et que vraisemblablement il y aura derrière toute une série d'autres cas qui relèveront des juridictions maliennes et qu'il faut bien comprendre le lien qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Cette rencontre réunit du 24 au 28 septembre 70 magistrats et avocats du Mali, des experts internationaux qui vont ensemble revisiter les techniques et pratiques de traitement des crimes graves au regard des droits de l'homme, droit international pénal et justice pénale internationale. Justice toujours, bientôt la Cour pénale internationale ouvrira ses bureaux au Mali pour juger les auteurs de crimes et violations des droits de l'homme commis lors de la double crise politico-sécuritaire que notre pays a connue. Cette annonce a été faite ce matin lors d'un atelier de renforcement des capacités de l'AMDH, compte rendu Boubacar Sissoko. L'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, dans le cadre de son soutien au processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale pour la promotion de la paix, des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie au Mali, renforce les capacités de ses membres. La réconciliation nationale et la paix durable ne peuvent être obtenues que par un traitement adéquat des cas de violation des droits de l'homme et par une lutte sans concession. Au regard des manquements graves des droits humains lors des événements de la crise politico-sécuritaire qu'a connu le Mali, les autorités maliennes souscrivent à ce projet de l'AMDH. Les victimes de graves violations des droits de l'homme ont le droit de connaître de tout ce qui a réellement eu lieu, pas seulement le crime lui-même, mais aussi les circonstances de temps, de mode et de lieux dans lesquels les faits se sont produits. Des crimes qui ne resteront pas impunis. Bientôt, les bureaux de la Cour pénale internationale CPI seront ouverts à Bamako. Le 16 janvier 2013, Madame le procureur de la CPI a ouvert des enquêtes. Et aujourd'hui, le Mali est en train de signer un accord de siège avec la Cour pénale internationale. Ça veut dire que la Cour pénale internationale va ouvrir bientôt ses bureaux à Bamako. Ce séminaire est donc opportun. Il permettra aux membres de l'AMDH de participer efficacement au processus de justice transitionnelle et de réconciliation. Les trois représentants de la presse à la haute autorité de la communication sont connus depuis cet après-midi. Il s'agit de Mahaman Hamé Sissé, Mahambe Touré et Alou Jim. Ils ont été élus à l'issue d'un scrutin uninominal. Mahaman Sissé, qui a obtenu le plus grand nombre de voix, se gérera pour 7 ans contre 5 pour ses deux confrères. Mohamed Diarra. Mahaman Hamé Sissé du groupement patronal de la presse écrite, Mabé Touré du GIPAC et Alou Jim de l'URTEL, c'est le tiercé gagnant du vote pour la désignation des représentants des organisations professionnelles des médias à la haute autorité de la communication. Sur 35 votants, ils ont obtenu respectivement 11, 10 et 9 voix contre 5 pour le candidat de Denajom, Ibrahim Famaran Koulibaly. Le cinquième s'est résisté quelques minutes avant le vote. Il s'agit de Maïga Fatmata Maïga. Mahaman Hamé Sissé siégera pour un mandat de 7 ans et les deux autres poursuivants pour 5 ans. Le bureau va soumettre ses résultats à la commission d'organisation de ce vote qui va aussi le valider et le soumettre à l'autorité de tutelle qui est le ministre. Le vote s'est déroulé dans la plus grande transparence en présence des membres de la commission d'organisation, des huissiers et des représentants des candidats. Des résultats sont tous acceptés par tous les candidats. Le vote s'est très bien passé. Et ceux qui ont eu la chance, les 3 qui ont été retenus, il n'y a pas de fioriture vraiment
dans les résultats proclamés. Les résultats que nous venons de voir sont des résultats encore provisoires et que c'est des résultats qui restent à être confirmés. Et il faudrait peut-être attendre la confirmation définitive de ces résultats-là pour exprimer un sentiment qui soit vraiment le véritable, qui puisse être le mien, celui justement de l'association que je représente et celui de la plateforme avec laquelle nous avons travaillé pour que les 3 candidats qui aujourd'hui sont retenus se retrouvent à ce niveau. En plus des 3 représentants des organisations professionnelles des médias, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République désigneront chacun 3 représentants. A précisé que la haute autorité de la communication est cette nouvelle instance de régulation du secteur de la communication. Elle remplacera le Conseil supérieur de la communication. Bonne chance donc aux confrères. La famille du Rassemblement pour le Mali RPM s'agrandit. Elle a enregistré le week-end dernier à Touba donc plusieurs nouveaux membres au sein de la section de Banamba. C'est ce que nous dit Brahima Koni. À Touba, le président de l'Assemblée nationale, une quinzaine de députés, des maires et plusieurs autres personnalités du Rassemblement pour le Mali RPM ont été bien accueillis par les populations du cercle de Banamba. Cette forte délégation du RPM était venue s'acquitter d'un devoir politique, celui qui consiste à faire montre aux nouveaux adhérents des idéaux du parti et de la volonté du président de la République de retracer la voie d'une relance économique. Ce sont des hommes qui sont très soucieux de leur terroir. Ils l'ont fait connaître. Et toutes les doléances que nous avons ici enregistrées, nous savons que ce sont des choses qui viennent en tout cas des populations. Nous les avons enregistrées et nous allons les transmettre en tout cas vers les services qui pourraient les traiter parce que ça rentre dans le cadre du développement global de notre pays. Pour dire tout, je dirais simplement que nous avons été ici très heureux. L'adhésion de l'honorable Mamadou Lamine Ouagué et d'un groupe important au RPM est perçue par la section de Banamba comme une récupération de force politique. Notre pays est en train de sortir d'une crise multidimensionnelle. Les populations ne demandent que des actions concrètes à cet effet. Nous réaffirmons notre engagement solennel à soutenir son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, et son gouvernement dans la politique du développement de notre pays. La remise du Saint-Coran après lecture au président de l'Assemblée nationale, celle d'une torche et d'une ceinture pour le président de la République sont des symboles qui ont marqué la cérémonie d'adhésion. Pour mémoire, en août dernier, le parti du Tisserand avait enregistré l'adhésion de 2 grands groupes au niveau de la section de Koulikou. Aujourd'hui, les dirigeants du RPM se disent fiers des nouvelles adhésions à leur parti qui se multiplient dans la 2e région. Le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, en sa réunion ordinaire du mercredi 24 septembre, après analyse du processus des négociations qui se tiennent à Alger et s'inscrivant dans un Mali pluriel, uni, un et indivisible, invite tous ses militants et militantes à sortir massivement pour participer à la marche pacifique qui aura lieu le jeudi 25 septembre 2014 à 16h de la place de la Liberté au monument de l'indépendance. Le président de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle invite les militants, responsables et sympathisants des partis politiques de la mouvance présidentielle à participer massivement à la marche de soutien des organisations de la société civile demain, jeudi 25 septembre 2014, sur toute l'étendue du territoire national. Et puis le collectif des ressortissants du Nord coréen regroupant les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal et les collectifs des associations de développement du Sahel occidental regroupant les cercles de Nyuno, Massina, Banamba, Nara, Djema, Nyoro du Sahel, Kaï, Yélimani et le district de Bamako affirment leur soutien à la marche prévue le 25 septembre 2014 par la société civile pour manifester son opposition à toute tentative de partition du Mali. Et puis juste après ce journal, vous pourrez suivre l'appel donc à la mobilisation de la société civile. À Ségou, informer les populations de Markala des grandes réalisations faites et les défis à relever de l'an 2001 du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le thème d'une conférence animée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Babi. À Markala, donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre des festivités du 22 septembre. Fousseini Samake nous en parle.
Il s'agissait au cours de cette conférence animée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Maman Babi d'informer les populations de Markala sur les grandes réalisations faites par l'équipe du président Ibeka durant sa première année au pouvoir et ensuite expliquer ce qui reste à faire. Ces avancées s'articulent autour de la croissance économique, la crise sécuritaire, les acquis politiques, la santé et surtout l'emploi et la formation professionnelle. Je voudrais parler d'un certain nombre de choses relatives aux efforts que nous avons fournis dans le cadre du règlement de la crise du Nord, des acquis politiques, des avancées institutionnelles, de l'âpre combat que nous menons contre l'impunité, des efforts en faveur de l'instauration d'une bonne gouvernance dans notre pays, ce que nous avons pu faire en matière de réforme du secteur de la sécurité et de la défense, de notre ambition diplomatique et bien entendu le secteur particulier dont je suis en charge. Il s'agit de l'emploi et de la formation professionnelle. Les Markalais apprécient cette communication qui s'inscrit dans le cadre de la démocratie. Ce qui me préoccupe beaucoup, qui préoccupe tous les Maliens conscients, c'est le problème du Nord. Il faut que nous regardions tous dans la même direction. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des festivités du 22 septembre organisées par le club des amis de l'honorable Yacouba Traoré, député à l'Assemblée nationale élu à Ségou. Une activité sur l'an 1 du président de la République. 22 septembre à Kémassina avec la course de pirogue, un sport nautique qui révèle un caractère culturel de la communauté Bozo. Tout est mystère pratiqué depuis très longtemps. Cette activité est caractérisée par une ampleur de rivalité autour des différents aspects mystiques. Cette compétition est réservée uniquement aux enfants Bozo de la contrée. Envoyés spéciaux à Kémassina, Alpha Maïga et Karunga Konate. Et c'est le village de Mérou qui emporte ainsi le trophée. Sur une distance de 3 km, 5 villages en compétition ont pris le départ. Dans une pirogue de 35 mètres de long, sur 1,5 m de large, se trouvent 35 jeunes. Donc les pirogues sont confectionnées pendant une année donnée par une famille spéciale. Et les différents villages cotisent pour aller acheter à des coûts de millions ces pirogues-là. Et cette famille Bilancoro de nous Bozo, ils sont la seule famille spécialisée pour la confection parce que c'est eux qui détiennent le secret de la confection des cours de pirogues depuis les temps immémoriaux. Sur la berge, dans les rangs des spectateurs, on se livre à des prières, des incantations. On implore les ancêtres. De l'autre côté, dans la pirogue se trouvent des pouvoirs mystiques. La course des pirogues de Kémassina relève un caractère culturel de l'ethnie Bozo. Pendant la course des pirogues, les jeunes qui sont choisis, c'est parmi les Yerowolo du village. Il n'est pas coursier qui le veut, c'est les parents qui choisissent. Pendant la course des pirogues, il y a des interdits. Pendant plus d'une semaine, personne ne doit traverser le fleuve pendant toute une semaine. Et boire l'eau. Donc tu bois, tu as des risques de perdre carrément la course. Véritable sport nautique, en tout cas, on en a plein les yeux. Une activité plus vieille que le Mali indépendant. Pour cette raison, bon nombre de personnes se posent la question. Pourquoi ne pas ajouter cette activité culturelle à la liste du patrimoine matériel et immatériel de l'UNESCO? Nous battrons pour que cette fête soit inscrite au patrimoine national. Nous rencontrerons personnellement la dame chargée de la culture et nous verrons qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça. Et au niveau de l'Assemblée aussi, nous nous battons pour que cela soit. Massina, c'est ce vaste et célèbre territoire dont la configuration géographique s'étend jusqu'au cercle de Ténenkou. Ça, c'est un savoir local. C'est autour d'un cocktail que la communauté malienne vivant à Addis Abeba s'est retrouvée ce lundi 22 septembre 2014 pour commémorer le 54e anniversaire de l'indépendance du Mali. Pour l'occasion, le personnel diplomatique et les Maliens vivant en Éthiopie, essentiellement constitués des fonctionnaires internationaux, se sont joints à l'ambassadeur Boubacar Gouroudial pour célébrer l'événement dans la sobriété et la convivialité. Dans son adresse, l'ambassadeur Dial a rappelé les dures
difficiles épreuves traversées par notre pays pendant les événements de 2012. Il a aussi évoqué certains sujets importants soulignés par le président de la République dans son adresse à la nation. Il s'agit notamment de la poursuite du dialogue social, de la situation des femmes et des jeunes, du retour des réfugiés ou encore de l'adoption du programme gouvernemental 2013-2018 en vue d'une véritable transformation économique et sociale de notre pays. Le Mali poursuit son chemin, faisant certes face à de nombreux défis, notamment l'épineuse question du retour de la paix et de la sécurité dans les régions du nord du pays, a-t-il souligné. Il a conclu en remerciant vivement le gouvernement et le peuple éthiopien pour leur généreuse hospitalité. Je vous le disais dans les titres, il se distingue sur les chantiers de développement, mais aussi, surtout dans le domaine militaire, qui est sa vocation première. Il s'agit du service de génie militaire, créé le 12 octobre 1964 et érigé en service central, doté d'une direction générale en 1991. Le génie militaire est spécialisé dans le déminage. Il intervient aussi dans le domaine humanitaire. Gros plan sur ce service bâtisseur qu'est le génie militaire, sur les missions et son importance dans l'architecture des forces armées et de sécurité du Mali. C'est un dossier signé Mohamed Diarra. L'armée malienne n'est pas seulement une armée de combat, elle est aussi un véritable outil de développement économique et social au service de la nation. La preuve, c'est bien le génie militaire dont la devise est construire, parfois détruire, toujours servir. Construire, ça veut dire que nous sommes là pour réaliser. On va réaliser des routes, des ouvrages, des bâtiments. Ça, c'est construire. Détruire, c'est en cas de besoin. On doit aller, par exemple, à Gao. Le pont de Gao, il faut le détruire pour retarder l'ennemi. On détruit. On peut détruire un ouvrage que nous avons construit pour aider notre troupe à avancer ou pour retarder l'ennemi. Ce rôle, le génie l'a bien joué pendant les opérations de libération du territoire national. Quand il y a eu la libération des villes martyrs de Kona et de Djabali, donc il y a eu des éléments du génie qui ont participé au nettoyage de ces villes martyrs, appuyés par des partenaires des Nations Unies, notamment UNMAS, le service des Nations Unies pour la lutte anti-mine. Ils avaient procédé d'abord à la formation de nos éléments et ils les ont appuyés sur le terrain pour la dépollution de ces zones-là, pour la protection des civils, des familles des militaires. Les militaires savent ce que c'est qu'une arme, ce que c'est qu'une grenade, mais les civils ne le savent pas. Il fallait voir enlever tout ce qui reste de guerre sur place, des munitions non explosées, des grenades non explosées, des obus non explosés. Et ils sont partis accompagnés de ces partenaires-là. Ils ont procédé d'abord à la détection ces engins de guerre, à la destruction sur la lieu, au nettoyage après. Le génie militaire est sollicité sur les grands chantiers de développement. À cet effet, il participe à la conception et à la réalisation des ouvrages. C'est bénéfique pour l'armée malienne. Parce que je pense qu'il y a des terrains qui sont impraticables. Avec les travaux qu'ils font là, l'armée peut avoir accès à certaines villes, à certains villages. Je pense qu'ils sont c'est primordial quand même, le génie militaire pour une république comme le Mali. On en a vraiment besoin. C'est des hommes en âme, ils ont besoin souvent des épreuves physiques. Donc en mettant en place, en leur donnant ces genres de rôles-là, pour s'occuper un peu des infrastructures de la nation, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel, ça permet aussi à l'armée d'apporter un point essentiel à la construction de la nation. En somme, le génie militaire participe au développement économique, social et culturel du pays. Les usagers de la route Kaye-Dakar se souviennent encore du travail titanesque accompli par le génie militaire pendant la rénovation du pont de Kaye. On a été commis par le ministère de l'Équipement. Ils ont fait venir les engins de franchissement qui sont à Bafou. Et parce que c'est des engins qui sont transportables par route. Ils ont été déployés sur la berge du fleuve Sénégal. Et réellement, le génie s'est investi pendant tout le temps que les travaux duraient sur ce pont-là. Et le trafic n'a pas été interrompu. Il y avait 300 véhicules à l'époque qui venaient par jour, 300 véhicules par jour, où on changeait la destination des cargaisons, où on trouvait un moyen de faire passer les camions. C'est les génies qui ont réquisitionné. Il y a une section là-bas, les pontons, qui ont fait ce travail. C'est-à-dire qu'ils font des ponts tout de suite.
comme on le fait dans l'armée. J'aurais eu par exemple un obstacle quand ils doivent traverser un fleuve pour faire passer les troupes amies, ils mettent le même ponton pour faire traverser. Maintenant que c'était le cas économique, il fallait maintenant utiliser les mêmes instruments pour faire passer maintenant des camions civils, la nourriture pour la population de Bamako et environ. Parce que ça venait du port de Dakar. On avait 300 véhicules par jour. Les usagers de la route de l'espoir Douanzan-Tombouctou doivent aussi leur salut au génie militaire. Les aéroports de Caille et de Sévaré ont aussi été réalisés par le génie militaire. Il en est de même pour le boulevard de l'indépendance de Bamako. Outre ces actions, le génie militaire intervient aussi dans l'assistance humanitaire. Le génie intervient dans l'action humanitaire dans le cas où le civil est carent, où sécuritairement c'est impossible. Un exemple par exemple. Au moment de la rébellion, je répète encore, au moment de la rébellion, le transport des choses, de la nourriture, par exemple des grands centres pour les centres plus éloignés, c'est les génies qu'on utilisait. On est obligé de les utiliser parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les autres ne veulent pas partir. Et nous avons une vocation militaire et civile. Donc on fait ce travail-là. Certes, le génie militaire est reconnu pour sa solidité dans le travail, mais les chantiers restent nombreux et les moyens parfois limités. On a besoin d'être équipé. L'équipement, ça ne suffit pas tellement. On a vraiment besoin d'être équipé en matière de matériel de terrassement. C'est l'État qui doit conférer ces travaux-là au génie. C'est l'État qui doit faire marcher le génie. C'est son instrument. Donc on demande encore à l'État, pour permettre à ces jeunes-là de se développer physiquement, intellectuellement et sur le plan moral, qu'on leur donne des travaux. Je vais souhaiter aujourd'hui que ce génie-là soit autrement qu'il l'est aujourd'hui. Il peut faire beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux. Il suffit seulement de les équiper. Et l'équipement, ce n'est pas le génie qui paye. C'est son ministère de tutelle. Non, on a eu des équipements parce qu'on a signé des contrats avec des services étrangers qui nous ont payés en matériel. On a fait le travail. On peut faire la même chose. De sa création à nos jours, le génie militaire a connu plusieurs mutations. C'est en 1991 qu'il a été érigé en direction générale du génie militaire. La structure a connu 8 directeurs, dont le colonel-major Nana Tchamogo Traoré. Et puis, dans vos kiosques, ce numéro spécial du journal Le Challenger, vous y trouverez le discours du 22 septembre 1960 du président Modibo Keïta, le père de l'indépendance, et les recettes du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta dans le cadre de la réconciliation nationale et plusieurs autres sujets intéressant la vie de la nation. Donc, un numéro spécial du journal Le Challenger. Voilà. La conférence annuelle des pasteurs et associations des missions et églises nationales pour le réveil au Mali s'est réunie au carrefour des jeunes de Bamako. C'était en présence des autorités administratives, politiques et religieuses de notre pays. Le thème retenu est le Mali, un peuple, un but, une foi. Ensemble, nous sommes un peuple. Laurent Diakité, compte rendu. L'hymne national du Mali, les chants et prières, les témoignages et interventions ont marqué la conférence annuelle des pasteurs et associés des missions et églises nationales pour le réveil au Mali, car la religion est le ciment de l'unité nationale. Dans son discours de bienvenue, le pasteur Mathieu Fané a dit que tous les dons que Dieu fait à l'Église sont pour le bonheur et le salut du peuple. Pour la société civile, le Mali a aujourd'hui besoin de paix. Le représentant du ministère des Affaires religieuses et du culte a souhaité plein succès au collectif Amen Réveil dans son ministère. L'enseignement que vous allez donner à travers ces thèmes pour que l'unité, et toujours l'unité des citoyens, toujours l'unité dans les foyers, toujours l'unité dans les églises, car sans unité, il n'y aura pas de paix. Et le pouvoir est une condition de la paix et de l'ordre. La conférence annuelle des pasteurs et associés des missions et églises nationales s'est achevée par cette bénédiction en rapport avec le thème « Que Dieu bénisse le Mali, son peuple et ses autorités. Un peuple, un but, une foi. Ensemble, nous sommes un peuple. »
Le comité d'orientation stratégique du programme d'appui à la croissance économique et promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé a tenu ce jeudi sa première session ordinaire. Les acteurs et partenaires du programme se sont penchés sur les différents documents afin de permettre le démarrage des activités de la composante 2 du programme. C'est ce que nous dit Nouhoum Sissoko. Le rapport d'identification du premier bloc des infrastructures à réaliser, le plan opérationnel 2014-2015 et le projet de budget des activités planifiées. C'est en somme le menu de la première rencontre de ce comité d'orientation stratégique sur la composante 2 du programme d'appui à la croissance économique et promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé PASEPEP. Les infrastructures à réaliser identifiées par le secteur privé s'intégreront dans les plans stratégiques de développement dans les zones d'intervention du programme que sont les régions de Ségou, Sikasso, Mopti et le district de Bamako. La mise en œuvre de la composante 2 est confiée au ministère du Développement rural à travers la Direction nationale du génie rural. Aussi voudrais-je vous inviter à une analyse critique et minutieuse des différents documents produits par l'équipe de mise en œuvre du programme et qui sont soumis afin de donner un quitus pour le démarrage effectif de la phase de réalisation des projets retenus au compte du premier bloc des infrastructures. Le PASEPEP s'inscrit dans la logique des objectifs du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CSCRP, et de la loi d'orientation agricole. Le programme vise à accroître la productivité et réduire la pauvreté en milieu rural. L'ONG internationale Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, en partenariat avec l'ONG nationale Mission Sahel et la direction régionale de l'agriculture, viennent d'effectuer une visite dans la région de Sikasso. Le but de cette tournée était de constater les réalisations du projet dans le cadre du renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales des producteurs et fournisseurs d'intrants agricoles. Envoyés spéciaux, Youssouf Diara, Lamine Keïta. Mis en œuvre pour une période de 3 ans, 2012-2015, le partenariat entre l'Alliance pour une Afrique verte en Afrique, AGRA, et Mission Sahel a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Il s'agit du développement de la capacité technique et entrepreneuriale des agrodealers, des organisations paysannes, des producteurs et des fournisseurs d'intrants agricoles. Je suis arrivé à atteindre au moins 80% de mes objectifs pour la campagne agricole, dans le cadre du placement des engrais, surtout des engrais chimiques. Donc dans le cadre aussi de la vente des herbicides, je suis aussi satisfait parce que j'ai eu des partenaires à travers AGRA et Mission du Sahel. La nouvelle méthode champ-école producteur a permis aux paysans du village de Kansasso, dans le cercle de Sikasso, d'apprendre des bonnes pratiques agricoles. Dans le champ-école, c'est les méthodes des GIPD qui sont appliquées. C'est la gestion intégrée de la production et des déprédateurs. Ça veut dire que par moment, les producteurs passent dans les champs pour faire des observations. Donc pour voir l'évolution, vraiment la croissance et le développement des plants. À l'issue de la visite de terrain, le directeur des missions Sahel et les représentants de AGRA Mali se sont dit satisfaits des résultats obtenus. Ces paysans-là sont devenus des experts en termes de GIPD. Cette technique-là est maîtrisée par l'ensemble des membres de l'équipe qui constituent vraiment ces champs-écoles-là. Partout où on a été, on a constaté effectivement cette année, grâce à l'appui de Mission Sahel et leurs différents partenaires, les paysans ont pu avoir facilement accès aux différents intrants. Et à travers les différentes visites des champs-écoles, vraiment on est très satisfaits. Les autorités régionales se sont régies de cet accompagnement des ONG AGRA Mali et Mission Sahel. Le village de Sousoula, dans la commune rurale de Kolonying, cercle de Koutiala, a désormais son centre culturel et des foyers lumineux. D'éclairage public, l'inauguration de ces réalisations a donné lieu à une grande mobilisation et des réjouissances populaires. Reportage Fatoumata Diallo. C'est dans une véritable liesse populaire que les habitants de Sousoula, dans la commune rurale de Kolonyigué, ont réceptionné leur éclairage et leur espace culturel baptisé Centre Mamadou Dambélé. Ces équipements, dotés de commodités requises, sont le fruit de la conjugaison des efforts des communautés bénéficiaires et des natifs de la localité résidant à Bamako. En tant que Soussoulais, je me dois d'apporter une contribution
au développement économique, social et culturel de Sousoula. C'est difficile d'estimer le coût parce que les populations ici ont contribué en amenant de la latérite, en amenant du sable, donc tout le monde s'y est mis. Ce geste vient une fois de plus agrandir la liste des appuis de M. Dambélé dans les domaines de l'éducation, de la santé, pour ne citer que ceux-là. Un devoir de patriotisme qui lui a d'ailleurs valu un accueil des plus chaleureux au village. Quant à la question d'entretien des précieux outils, des dispositions pratiques sont déjà prises pour y faire face. Nous avons mis en place un comité de gestion de 12 membres, composé de femmes et de jeunes pour l'entretien du centre. C'est gratuit et c'est purement patriotique. Le préfet de Koutiala, en procédant à la coupure du ruban symbolique, se dit émerveillé face à une équipe solidaire et bien structurée. Chacun doit, de près ou de loin, contribuer au développement de sa localité. Mon souhait est que l'exemple de Mimine Dambélé puisse inspirer non seulement les cadres de Koutiala, mais chacun de nous. La cérémonie inaugurale à Sousoula s'est achevée en beauté par diverses prestations artistiques et par des sketchs de sensibilisation sur la scolarisation des enfants en général et plus particulièrement celle des filles. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a l'honneur d'informer les associations professionnelles, l'ensemble des acteurs des corps de la presse et de la communication, l'ensemble des citoyens que l'élection pour la désignation des représentants des professionnels à la haute autorité de la communication AC se sont déroulées ce mercredi 24 septembre 2014 au siège du Conseil supérieur de la communication SIS à Bamako. Le scrutin a eu lieu entre 9h et 15h et les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Le ministre saisit cette occasion pour saluer l'esprit professionnel des acteurs impliqués et le sens de la maturité des associations professionnelles, des candidats et des membres du collège électoral. Sur la base du procès verbal des membres du bureau de vote et de la commission d'organisation, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a l'honneur de communiquer les résultats provisoires suivants issus du vote par nombre de voix enregistrées par candidat. 1. Mahaman Hamé Sissé, 11 voix. 2. Mahambe Touré, 10 voix. 3. Aliou Jim, 9 voix. Et 4. Ibrahim Famakan Koulibaly, 5 voix. Le ministre rappelle que le 5e candidat, en la personne de Mme Maïga Fatoumata Maïga, a déposé dans la matinée du jour du scrutin une lettre signifiant son retrait du processus. Par conséquent, conformément à l'ordonnance numéro 2014-006 PRM du 21 janvier 2014, les 3 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont retenus pour représenter les associations professionnelles de la presse et de la communication au sein de la AC. Il s'agit donc de M. Mahaman Hamé Sissé, Mahambe Touré et Aliou Jim. Le ministre rappelle que les résultats définitifs seront notifiés dans les heures qui suivent aux autorités compétentes et à toutes les associations professionnelles de la presse et de la communication. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication tient à adresser ses chaleureuses félicitations aux 3 élus, futurs membres de la AC, mais aussi à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ce processus. C'est parti depuis hier pour le tournage de la nouvelle série télévisée Oba Oba. Je ne me trompe pas, c'est bien Oba Oba. Ce film relate notre vie de tous les jours. Au total, il est prévu la réalisation de 52 épisodes pour un coût estimé à plus de 80 millions de francs CFA. La nouvelle série télévisée est une coproduction du Centre national de la cinématographie du Mali. Mohamed Ould Mamouni, compte rendu. 26 sur 1 première. C'est la ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, qui a donné le premier coup de clap de la nouvelle série télévisée Oba Oba. Oba Oba est une comédie qui met en scène la vie du Malien au quotidien. Voilà 2 personnages qui n'évoluent pas, mais c'est des personnages qui campent des histoires selon une époque bien spécifique. C'est pourquoi vous retrouverez au fil des épisodes qui sont indépendants les uns des autres,
c'est déjà, chaque épisode est bouclé. C'est une histoire terminée et bouclée. Donc vous pouvez retrouver ce Djibi ou cette Kadia, aujourd'hui planton. Demain, vous le retrouverez chef d'entreprise, vous retrouverez la femme analphabète, ainsi de suite. Parce qu'ils se transportent dans des familles. C'est un peu ça, Oba Oba. Alors, Djibi, donc tu fais épouser Sali, c'est ça? Hein? Tu veux épouser Sali? Oui, mais ça, c'est déjà réglé, là. Djibi, tu veux... Attends, Kadia. Kadia. Attends, tu veux épouser Sali? Non, attends. Dis-moi, tu veux épouser Sali? Non. C'est notre quoi? Non, je te jure, c'est pas vrai. Je m'amusais, toi aussi. Le sitcom Oba Oba est composé de 52 épisodes, dont 24 déjà réalisés. Il devra coûter au Centre national de la cinématographie du Mali et à l'Office de radio-télévision du Mali plus de 80 millions de francs CFA. Ces deux structures entendent à travers ce projet apporter un nouveau souffle au secteur cinématographique. C'est une histoire de passion entre le directeur général de l'ORTM Bali et moi. Parce qu'on s'est dit réellement il faut que la production malienne sorte de ce chemin-là. Il faut professionnaliser le secteur. Il y a très longtemps qu'on réfléchit autour de cela, mais bon, c'est maintenant que Dieu a voulu que les choses se fassent comme ça. Donc Bali a bien voulu apporter sa contribution pour le financement de cette série. Une volonté de l'ORTM, c'est de faire en sorte que les productions nationales occupent de plus en plus de place dans notre grille. Et cela, c'est un défi que nous, ORTM seuls, nous ne pouvons pas relever. Donc il faut miser sur les structures de production. C'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur le CNCM pour produire cette série-là qui parle des préoccupations quotidiennes des Maliens. Le sitcom Oba Oba, c'est à suivre sur l'ORTM dans 2 mois, ont assuré les responsables du projet. Moi, je vais épouser Sali et puis nous allons emménager dans notre nouvelle concession à Sénou. Ça sera la belle vie là-bas. Avec ce couteau, on cède vite. Et il faut préciser que c'est une coproduction du Centre national de la cinématographie du Mali et l'ORTM. Autre artiste afro-basket des moins de 18 ans, c'est des artistes également. Le Mali s'est qualifié pour la finale après sa victoire 55-41 face au Mozambique. Nos basketteuses joueront samedi la finale contre les Égyptiennes victorieuses de l'Algérie 67-48. C'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h-13h, vous avez rendez-vous avec Mohamed Touré. S'il plaît à Dieu, je serai là pour les éditions du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.